Est-ce que mon taux de conversion est bon? C'est la question que l'on m'a le plus posée depuis que j'ai lancé Boost Conversion. On veut toujours savoir si on est meilleur que les autres, meilleur que la concurrence, meilleur que le marché, etc. Pour pouvoir répondre à cette question, on a eu envie de créer une grande étude justement sur le taux de conversion pour savoir un petit peu sur un funnel e-commerce toutes les étapes et donc comprendre à chaque étape quel est le chiffre idéal. Alors, cette étude, elle a été faite sur plus de 100 millions de sessions, donc ça commence à faire beaucoup. Malgré tout, elle est multisectorielle. Donc évidemment, si vous êtes sur de la cosméto ou si vous êtes sur des produits de luxe, le taux sera pas tout à fait le même. Par contre, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que là, je vais vous expliquer chaque étape et surtout comment finalement on analyse les chiffres de chacune de ces étapes pour savoir où est-ce qu'on se situe et comment on peut s'améliorer. Donc, je vous propose de rentrer très vite dans le sujet. Juste pour info, moi, je suis donc Sébastien Tortu. Je suis fondateur de Boost Conversion, qui est une agence qui aide les e-commerçants à faire plus de chiffre d'affaires en venant optimiser leur site web, leur landing page et en leur faisant faire des A/B tests. Donc, on est pile dans notre métier, on fait ça tous les jours. Et là, je vais vous montrer un petit peu justement comment ces chiffres nous servent sur la phase plutôt d'audit pour qu'on puisse justement apporter le plus de valeur possible à nos clients. Donc, les premiers chiffres qui vont être importants. Alors, le chiffre un peu macro, qui est évidemment le chiffre clé, c'est le 2,4% de transactions. Ce chiffre, il est simple. En gros, sur 1000 visites, vous aurez en moyenne 24 clients. Ça veut donc dire, si jamais vous achetez les clics sur Meta, sur Google ou quoi, et que par exemple, vous achetez 1 euro le clic, ça veut dire que pour faire 24 ventes, il vous faudra faire 1000 euros. Enfin, il vous faudra dépenser 1000 euros. Et là, c'est là où on se rend compte de la puissance du CRO. Parce que si c'est pas 24 ventes que vous faites, mais 30, 35, 40, et ben là, votre dépense originelle, elle sera pas du tout la même, elle aura pas du tout le même impact. Donc c'est pour ça que c'est super important de venir optimiser chaque étape de ce funnel pour faire en sorte que ce soit plus 2,4 à trafic constant, mais 3, mais 4, mais 5. Et c'est possible. Donc ça, c'est le chiffre macro, le chiffre e-commerce. Donc voilà, ça vous donne une petite orientation sur où est-ce que vous vous situez. Le deuxième chiffre le plus important, c'est le taux d'ajout au panier. Le taux d'ajout au panier se situe à 5,9%, soit à peu près 6%. Donc ça veut dire que sur 100 personnes qui viennent, 6% vont ajouter au panier. Ce chiffre, il est important et en même temps, il est à relativiser. Pourquoi? Il est à relativiser avec le chiffre du dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est un chiffre que les gens n'ont quasiment jamais. Mes clients ne l'ont jamais vu, en fait. Ils n'y pensent pas. C'est le pourcentage de sessions qui auront vu un produit. Parce qu'en fait, évidemment, il est impossible d'ajouter au panier un produit et donc de l'acheter si on ne l'a pas vu. Et en fait, il s'avère que selon les stats, on n'est qu'à 47,8% des gens, disons 48%, qui voient un produit. Ça veut dire que plus de la moitié des gens qui viennent sur votre site ne voient pas de produit. Et ça se justifie de plusieurs façons. La première, c'est de voir des sites qui ont par exemple misé à fond sur le SEO, mais sur un SEO de blog. Et en fait, le problème, c'est qu'il est très difficile de convertir les gens qui arrivent sur un SEO de blog vers un comportement d'achat. Parce que souvent, ils sont dans une phase de découverte, dans une phase d'information. Et donc, il est difficile de les emmener jusqu'à l'achat. Donc ça, c'est un premier point que l'on observe assez régulièrement. Le deuxième point, qui est plus un point d'UX, d'intérêt, etc., c'est qu'en fait, il y a beaucoup de sites où la navigation dans le menu, elle est pas très bonne, où les pages catégories sont pas soignées, du coup, on a du mal à choisir son produit, on n'est pas sûr de trouver le bon, les filtres sont pas bons. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui fait que la découvrabilité de vos produits est difficile. Et donc, en fait, vous avez la sensation d'avoir du trafic, et en fait, vous n'avez pas du bon trafic. Et moi, ça m'est arrivé récemment d'avoir une marque de cosmétiques qui me dit, voilà, j'ai bossé à fond mes fiches produits, j'ai vraiment la sensation d'avoir fait du super travail et pourtant, ça ne convertit pas. Et je vais sur le site et je regarde comme ça et je me dis, c'est vrai que le travail est plutôt bon, la fiche produit était convaincante, les photos étaient bonnes, les arguments étaient sympas, les délais de livraison étaient bons, les coûts de livraison étaient bons. J'ai eu du mal à comprendre. Et en fait, il s'avérait que
elle avait que seulement 25% de son trafic qui voyait des fiches produits. Donc en fait, même si elle améliore son taux d'ajout au panier de 5 à 10%, sachant qu'elle se passe de 75% de son trafic, c'est quasiment impossible d'avoir des stats qui soient intéressantes. Donc ça, c'est vraiment super important de bien l'avoir en tête. Combien de gens voient un produit quand ils viennent sur mon site? Et vous voyez, là, on est qu'en gros à 1 sur 2, ça veut dire que vous avez déjà 50% de votre trafic qui ne convertira pas. C'est sûr. Donc en fait, vous ne travaillez que sur 50%. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez non plus, et je vais vous passer au deuxième tableau, non plus, disons 48-50% des gens qui ajoutent au panier, mais 12. Ça change quand même pas mal de choses. Et là, en fait, ces chiffres, ils viennent en fait vous expliquer quel est le drop que vous devez avoir à chaque fois. Évidemment, si vous arrivez à être au-dessus de ces chiffres, c'est formidable. Mais donc, ça vous donne une idée. Donc, finalement, le taux d'ajout au panier, il est plus de 6%, mais il est plutôt de 12%, parce que finalement, vous n'avez que 50% des gens qui voient un produit. Et donc ça, c'est important. Donc si vous avez arrivé à avoir un 15, un 20, c'est encore mieux, évidemment. Je reviens aussi sur le chiffre juste avant, sur le 3% de conversion. Euh, Pourquoi ça paraît bas et en même temps, c'est pas illogique. Aujourd'hui, on considère justement qu'il y a 3% des gens qui viennent sur votre site qui sont prêts à acheter. Pourquoi le chiffre de transaction finale est donc en dessous? C'est parce que justement, les sites sont pas toujours assez convaincants pour donner envie aux gens de passer à l'action. Et ça va être super clé de justement venir travailler tous ces éléments, que ce soit dans les photos, dans les arguments, encore une fois, dans les conditions de livraison, dans le service client, dans le branding. Enfin, il y a 1000 façons de travailler ce taux de conversion pour faire en sorte que sur les gens qui sont prêts à acheter, on en ait le maximum. Et derrière, on a, alors pareil, c'est des chiffres qui sont un peu globaux, mais on estime qu'on a entre 12 et 15% des gens qui pourraient acheter si on arrivait à les convaincre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un taux de conversion qui sont encore plus élevés, parce qu'ils ont cette facilité à convaincre le maximum de gens. Et donc, c'est là-dessus que vous allez devoir jouer. C'est-à-dire que il ne faut pas essayer de convertir 100% des gens, parce que comme on le voit, il y a que 50% des gens déjà qui voient un produit, mais on est plutôt autour des 15 à 17% de gens qui sont vraiment, potentiellement, vos futurs acheteurs. Et donc, c'est sur eux qu'il faut se concentrer. Donc, par exemple, quand je vois des gens qui font des enquêtes sur tous ceux qui n'ont pas acheté, c'est vraiment une grosse connerie. Parce qu'en fait, si vous faites une enquête sur 80, disons 5% des gens qui n'achèteront pas sur votre site, eh ben en fait, vous allez peut-être optimiser pour les mauvaises personnes. Alors que si vous vous concentrez sur ceux qui ont acheté, et d'ailleurs, et là je vous donne un secret, mais l'une des questions, la meilleure question à poser en enquête client, c'est pas à vos non-acheteurs, c'est à vos acheteurs, et c'est de leur demander qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher d'acheter chez nous. Et en fait, ce chiffre, il va être super clé. Enfin, cette information, elle va être super clé parce qu'elle va justement pouvoir vous dire, eh bien, j'ai failli ne pas acheter chez vous parce que je trouvais que les frais de port étaient chers. J'ai failli ne pas acheter chez vous parce que les avis clients ne m'ont pas rassuré. J'ai failli ne pas acheter chez vous parce que les informations sur le produit n'étaient pas assez complètes. Malgré tout, je l'ai fait parce que bon positionnement prix, parce que je vous ai vu sur les réseaux sociaux, parce que. Et donc là, vous allez avoir et vous allez pouvoir ressortir les infos importantes qui auraient pu les empêcher d'acheter et les infos importantes sur finalement ce qui les a convaincus. Et donc là, vous avez une mine d'or d'informations. Et donc c'est là-dessus qu'il faut se consacrer et pas sur les gens qui n'achèteront jamais. Donc voilà. Donc sur les différents taux de conversion étape par étape, donc comme on le disait, là où il y a une déperdition, ça va être sur la partie évidemment post-ajout au panier, parce qu'il y a plein de gens qui mettent au panier et qui après découvrent des informations, qui finalement sont pas prêts, etc. Donc il va y avoir une déperdition au moment de l'information. Et ensuite, il y aura une grosse déperdition au moment de la livraison. C'est logique parce qu'ils risquent de voir que, en fait, vous faites pas de livraison gratuite parce que ils le voulaient avant la Saint-Valentin et vous pourrez pas les livrer dans les temps. Enfin voilà, il y a pas mal de situations qui font que à cet endroit-là, il y a de la déperdition. Et puis là, entre le paiement et la transaction, la déperdition, elle est souvent liée, soit parce que vous n'avez pas le bon mode de paiement. Par exemple, vous êtes sur mobile, vous n'avez pas Apple Pay, vous tombez sur un fan d'Apple Pay, il n'achètera pas.
Ça peut être que il pensait qu'il aurait le droit, par exemple, à du paiement plusieurs fois et il n'y a pas. Ça peut être le 3D Secure aussi. Vous savez, le petit code que l'on reçoit par texto pour savoir si c'est bien nous qui avons fait la transaction. Donc voilà. Donc ça justifie ce chiffre. Alors évidemment, le taux de conversion n'est pas le même selon les devices. Sur ordinateur est beaucoup plus important que sur mobile. C'est logique. Déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a beaucoup de gens qui découvrent sur leur mobile et qui vont acheter sur le desktop. Ils sont rassurés et d'ailleurs on le voit, plus le panier moyen est important, plus les gens ont tendance à le faire sur ordi. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que c'est vraiment une communication qu'il y a entre les deux, entre la version mobile et la version desktop. L'autre situation, c'est aussi parce qu'il y a encore énormément de sites qui sont pas mobile first. Pourquoi être mobile first? Justement, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui trop de sites qui se font sur ordi et on se dit, on va essayer de caler les choses pour que ça tienne sur un téléphone. Non, c'est pas la bonne mentalité. La bonne mentalité, c'est plutôt de se dire, je fais une version mobile et je fais une version desktop. Je sais, c'est plus compliqué quand on est une jeune marque et que on n'a pas énormément de moyens, mais dans ces cas-là, je vous conseille de faire la version mobile et derrière de l'adapter en desktop parce que c'est toujours plus simple. Et puis parce que malgré tout, sur desktop, je vais pas dire qu'on a le droit à une expérience qui soit un peu moins bonne, mais on est souvent un peu moins distrait. Sur mobile, on va pouvoir recevoir des textos, on va pouvoir recevoir des notifications, etc. Sur desktop aussi, mais un petit peu moins. Donc du coup, sur mobile, il va falloir vraiment être ultra efficace, être capable de catcher l'attention pour que les gens puissent acheter. Euh, alors sur la tablette, on va très peu en parler dans cette étude parce que c'est vraiment peu de trafic. Si je me souviens bien, c'est à peu près 2% du trafic, donc c'est jamais négligeable. Mais bon, c'est pas là où on va mettre l'effort aujourd'hui. Il est en dessous des deux, tout simplement parce qu'en fait, c'est ni une version mobile ni une version desktop et que souvent on l'a pas travaillé. Donc il y a certains business, par exemple comme les médias, qui peuvent avoir un peu plus de trafic sur tablette, mais voilà, on est toujours un peu entre deux versions et donc ça justifie le fait que finalement les chiffres soient pas si bons. Alors là, ça va être intéressant, c'est de voir un petit peu de façon plus micro comment ça se comporte à chaque fois. Et donc on va regarder la première chose, c'est là. Donc on est, comme je le disais, on va arrondir les chiffres pour que ce soit facile à lire. On est à 74% des gens qui sont sur mobile en tant que session et 24% des gens qui sont sur desktop. Donc vous voyez, il y a quasiment trois quarts sur mobile, un quart sur desktop. Par contre, quand on regarde en bas, on est à 48-51. C'est quasiment une élection présidentielle, hein, mais disons 50-50 pour faire très simple. Donc ça veut dire qu'on a deux fois plus d'achats sur desktop que l'on a de visites. Donc ça veut dire encore une fois qu'il est important de ne pas jeter votre version desktop à la poubelle pour le moment, parce qu'en fait sinon vous pourriez avoir de gros problèmes. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir bien les deux et de bien soigner les deux, parce qu'encore on n'est pas sur 75% d'ajout, 74% de trafic mobile et 74% d'achat. Ça va être de plus en plus le cas, mais ça ne l'est pas encore, donc ça serait dommage de perdre beaucoup d'argent en attendant. Sur les chiffres que j'ai voulu vous montrer, donc il y a le fameux taux d'ajout au panier, donc le 5,9% en général. Et donc là, on voit que sur mobile, on est plutôt à 4,4, sur desktop, on est plutôt à 8,9. Ça correspond à ce qu'on se disait tout à l'heure sur cette balance aussi de je vois un produit mobile, je l'achète sur desktop et donc le taux est un peu plus élevé. On a aussi le fait que l'expérience est quand même souvent meilleure sur desktop que sur mobile. Et l'autre raison, c'est que souvent aussi, on fait de l'ads sur mobile et donc on attire un trafic qui est de moins bonne qualité que sur desktop. Mais le chiffre qui est le plus important, c'est le taux de conversion entre l'ajout au panier et l'achat. Et aujourd'hui, on le voit, il est d'en moyenne 42%. Donc ça veut dire que entre les gens qui ajoutent au panier, les 6%, on a 42% qui vont aller au bout de leur achat, le fameux 2,4%. Sur mobile, il est un petit peu en dessous. Sur desktop, il est vraiment au-dessus. Donc, on est plutôt autour des 50% sur desktop. Mais donc,
C'est important de l'avoir en tête aussi ça, c'est que vous ne convertirez jamais 100% des ajouts au panier. Moi, j'ai aussi souvent des clients qui me disent: «Mais pourquoi on a, que ce pourcentage-là?» Bah, parce que c'est la norme et vous ne convertirez jamais 100% des gens. Donc c'est important à bien avoir en tête pour éviter la frustration de se dire: «Mais je suis mauvais, je suis mauvais». Non, non, non. Les gens ajoutent au panier de façon un peu naturelle, mais ils passent pas tous à l'action. Évidemment, on va pouvoir travailler l'ensemble de ces points-là. Encore une fois, en se posant les bonnes questions, sur les délais de livraison, sur les moyens de paiement, sur, les étapes peut-être du funnel, sur la réassurance. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses et je pourrais faire des vidéos là-dessus sur comment optimiser le checkout. Mais clairement, si vous essayez d'avoir 100%, enfin, vous pouvez essayer, mais vous n'y arriverez pas et donc ce sera frustrant. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur cette étude et je voulais aussi vous partager, en fait, voilà, comment nous on se sert de cette étude pour commencer un début d'audit pour nos clients. Et donc vous voyez par exemple, on va venir se servir de cette étude, de différents chiffres pour pouvoir voir comment se situent nos clients. Et par exemple, un client comme celui-ci, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe que son nombre de produits vus est bien inférieur à ce qui, enfin, bien inférieur. Il est inférieur à ce qu'il devrait être. Euh, et surtout, le taux d'ajout au panier. Et donc là, on est sur les deux métriques qui sont censés avoir le meilleur, enfin le plus gros, le plus de volume. Et donc derrière, d'amener finalement le plus de gens vers la conversion finale. Et donc là, on se rend compte qu'en ayant moins de produits vus et un taux d'ajout au panier entre les produits vus et les produits ajoutés au panier qui est de 7,6% au lieu de 12, on est quasiment à du 30% de moins, hein, c'est énorme. Et ben finalement, on arrive à du 3,5% d'ajout au panier. Si au lieu d'être sur du 3,5, on va sortir la calculette pour pas vous dire de bêtises. Donc, si on arrivait sur les 88 490 sessions à faire non pas du 3,49, mais du 5,9, on aurait non plus 3086 sessions qui ajoutent au panier, mais 5220. Donc vous imaginez la différence quasiment, non pas le double, mais quasiment, on est à 2200, enfin 2150 euh, paniers en plus. Et donc, si derrière, on convertissait comme eux à 50,52, donc 0,50, on arriverait à 2637 transactions au lieu de 1559. Et donc, si on prend leur panier moyen qui est à 140 euros, on serait sur du 300 si on avait, encore une fois, qu'on respectait le chiffre de 50% et qu'on arrivait à avoir un taux d'ajout au panier à 5,9, on serait sur du 370 000 euros, soit 150 euros, 150 000 euros de plus sur un mois. Et c'est là où on voit le pouvoir de l'optimisation et du taux enfin, de l'optimisation et du CRO. Parce que vous imaginez, si on arrive à faire 150 000 euros de plus sur un mois quand la marque elle fait 210, ça veut dire que sur l'année, on peut avoir des résultats qui sont gigantesques. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que là, en fait, on se rend compte que eux, avec un taux de conversion entre l'ajout au panier et la transaction à 50%, bah, ils sont plutôt bons. Ça veut dire que les arguments sur les fiches produits sont plutôt bons, que les délais de livraison sont bons, que les retours sont bons, etc. Mais qu'il y a un gros problème au départ. Et là, ce problème, on va pouvoir le résoudre. Et ça, c'est super intéressant. On va prendre l'exemple d'une autre marque bah, qui a quasiment la même chose, qui seulement lui, eux, ont un bon taux de produits vus, au-dessus de la moyenne. Par contre, ils ont un taux de conversion finale dans le panier, entre l'ajout au panier et la conversion finale, de 31,19. Et vous imaginez, là, à l'inverse, on va partir de leur ajout au panier. Bon, après, c'est des tout petits volumes, mais quand même, on va partir de leur ajout au panier, donc à 420 ajouts au panier. Si là, ils avaient le fameux 42% de taux de conversion entre l'ajout au panier et la conclusion, on serait à 176 transactions avec le panier moyen à 52 euros. Hop, on serait à 9 172 euros au lieu de 6 700 euros.
Donc vous voyez, encore une fois, là, on améliore de 20-25% le business. Et donc, c'est vraiment très important. Donc voilà un petit peu comment j'avais envie de vous montrer ces stats, comment j'avais envie de vous alerter sur comment en fait on analyse tous ces éléments. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. J'hésite justement à lancer pas mal de vidéos où je vous explique plus en détail ce que l'on fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était bien, si ce format un peu partage d'écran naturel, ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!